transport et d'élevage était fait. Après la structure et le toit, il fallait calfeutrer. Les murs étaient également calfeutrés avec de la mousse verte. Il fallut donc recueillir une très grande quantité de mousse pour isoler les murs et les plafonds des 4 ou 5 bâtisses. Des ampoules aux mains témoignaient des efforts qu'il fallait déployer quotidiennement. Il ne faut pas oublier que la saison avançait et que le temps nous pressait. Les chantiers allaient ouvrir et notre tâche était d'assurer aux équipes le meilleur confort possible à leur arrivée. Les planchers étaient faits de planches brutes et inutile de préciser qu'ils n'étaient pas recouverts de peinture. Après le camp des hommes, la construction de la cuisine fut entreprise, puis l'écurie, et enfin un camp plus petit pour le personnel de service. Puis, la dernière construction fut la bécosse naturelle sans eau ni chauffage. Un petit trottoir de bois la reliait au camp des hommes afin d'éviter aux usagers la marche à travers Souche la nuit. Voici un champ approprié. Le genre s'abrique. Emmenez-en. Des arbres d'habitoun de sapin et des minettes. Des arbres d'habitoun de canier. Des billots tous nés, votre bol est arrivé, on n'a pas fini de laver. La petite poêle marche chez nous, a laissé son sac d'école, il n'a pas fini d'école, c'est besoin de des millions. Il s'est fait faire un pack-sac, les grosses familles modernes, une cause des têtes, oui, il est venu là pour Jacques. Des arbres d'habitoun de sapin et des minettes. Des arbres d'habitoun de canier. Les billots tous nés, votre bol est arrivé, on n'a pas fini de laver. Après quelques semaines de travail, tout le campement était prêt à recevoir de nouveaux occupants. L'aménagement intérieur était des plus simples. On fixait des lampes à pétrole au mur pour l'éclairage. On plaçait des rangées de planches pour faire la plateforme des lits dans les dortoirs. Et on installait une grosse tuile au centre de la pièce avec son tuyau qui traversait le toit. C'était tout le confort imaginable à cette époque. Pendant des années, ces camps servirent à abriter plusieurs générations de Gaulois. Mais il fallait y vivre pour savoir comment était noble la vie de bûcheron. La vie de bûcheron. Voici justement le titre du 3e chapitre de notre récit. Je me souviens que les contracteurs partaient pour la forêt avec slés et chevaux vers la Toussaint. C'était à cette période que la neige commençait à tomber et demeurait pour l'hiver. Venait ensuite l'engagement des travailleurs. Le foreman choisissait une équipe de gars solides et vaillants, et c'est lui qui les dirigeait toute la saison. À quelques semaines d'avis, les hommes en âge d'aller au chantier devaient préparer leur départ pour 5 à 6 mois. Avant de monter au chantier, il fallait tout prévoir. Un pantalon à piécé, une chemise et des bas troués, le lavage des vêtements, sous-vêtements, les médicaments et tout. Les épouses et les mamans de l'époque organisaient leurs hommes en conséquence lorsqu'elles en avaient les possibilités et préparaient une trousse de dépannage. On y trouvait aiguilles, fils, laine, pièces d'étoffe et de flanelle, certains médicaments, un chapelet et parfois même une petite bouteille d'eau bénite. Les hommes n'achetaient rien ou si peu,
car le salaire gagné demeurait indispensable à la famille. Ces maigres pack-sacs représentaient beaucoup pour le bûcheron et il y puisait au besoin, le plus souvent en cas de malchance. Le linge de corps n'était pas trop abondant. Des caleçons tout d'une pièce, deux chemises de laine à carreaux, des pantalons d'étoffe et un gros maquillon. Voilà tout leur bagage. Contre le froid, on se barricadait. Les gens devaient s'emmitoufler du mieux possible. Les capots d'étoffe, les bas et les grosses mitaines de laine du pays, les casques de fourrure et quelques autres articles. En plus de prévoir pour eux-mêmes, les hommes devaient penser à avoir le nécessaire pour leur cheval. Quelques médicaments, un bon attelage, un tapis de cheval pour les protéger du froid, des pansements pour les coupures aux jambes, etc. Au bûcher, on apportait une bonne hache, un crochet à billot essentiel, quelques lames de ciotte, une lime pour effiler et quelques manches de hache, le plus souvent faites à la main. Pour dormir, une couverture de feuilles brunes tenait lieu de sleeping et on ajoutait un oreiller de plume. On a souvent dit que la vie au chantier se résumait à trois choses: travailler, manger et dormir. Chaque chose avait pourtant une importance capitale. Par souci d'économie, on conserva longtemps les vieilles habitudes alimentaires où le lard salé, les mines et le sirop noir formaient le menu. Cependant, au début des années 30, un peu plus de variété apparut sur les tables. Les légumes, le porc frais, le bœuf vinrent agrémenter nos menus de plats plus variés. Puis, la pâtisserie fit son entrée. Les tartes, galettes et gâteaux furent les bienvenus suite à une longue tradition de pain et de sirop. L'époque du coureur des bois, si vous me permettez l'expression, était franchie. Une chanson qui fait partie du folklore récent, créée par Caro et interprétée par nos musiciens, des gens sympathiques. Mais bon chez vous, ça sent bon chez vous. Il fait bon d'être arrivé chez des gens sympathiques. Il y a d'amour chez vous, des enfants chez vous. Je voudrais toujours rester chez des gens sympathiques. Et l'on chante, la la la, et l'on danse, la la, et les hommes tombent chez du bois afin que nous l'ayons parfois. Et l'on chante, la la, et l'on danse, la, et les femmes font un bon repas qui fait qu'on s'en lèche les doigts. Même si la variété n'était pas très grande, les cook avaient le don de bien cuisiner et de nous faire manger une abondante nourriture riche en protéines. Le service des plats dans un chantier ne se faisait pas comme aujourd'hui. Les grands plats à servir, placés au centre de la table, avaient tous une cuillère de service et chacun, à tour de rôle, remplissait son assiette à volonté. Il n'y avait pas 2 ou 3 mets à l'honneur. Un seul menu venait renforcer la vieille sentence bien connue: tu en manges ou tu t'en passes.
L'inconvénient de ce service, c'était que les plus gourmands se servaient les plus beaux morceaux dans la viande et le dessert, par exemple, alors que les derniers se contentaient des morceaux les moins appétissants. Les gars se levaient vers 5 heures du matin, souvent bien avant que le soleil se lève. Ils s'habillaient lorsqu'ils ne s'étaient pas couchés tout à l'heure et se rendaient aux écuries pour soigner et préparer leurs chevaux. Ils prenaient ensuite un copieux petit déjeuner à la couquerie et vers 6h30, ils prenaient la route de la virée. Vers 7h, tous les camps étaient déserts. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la neige n'était pas vraiment un obstacle majeur pour les opérations forestières. Bien que les coupes se faisaient traditionnellement au cours de la saison d'hiver, les conditions de vie et de travail étaient grandement facilitées par la présence du cheval. Ce noble animal servait de bête de somme et de trait quotidiennement. Les travailleurs louaient sa force et son endurance. Les chemins d'hiver qu'on préparait soigneusement permettaient de faciliter le travail de transport qui revenait au cheval. L'abondance de neige alliée aux routes difficiles firent du cheval un compagnon fidèle et, plus d'une fois, c'est sur lui que revenait la tâche de nous tirer des situations embarrassantes. Les anecdotes en ce sens sont nombreuses. La noblesse des chevaux et leur sens de l'orientation sauvèrent plus d'une vie. On comptait sur lui pour sa force et on appréciait sa présence comme celle d'un ami, d'un compagnon de solitude, d'un allié contre les coups du sort. Il faut dire que l'isolement extrême renforçait encore ce lien entre l'homme et la bête. Faut-il l'avoir vécu pour le constater? Cette époque n'avait rien de facile. En se rappelant que les gars ne voyageaient pas ou très peu, qu'ils allaient rendre visite à leur famille une fois dans 6 mois et souvent à pied, par des températures inhumaines. Le téléphone ne servait que dans des cas exceptionnels en dehors des opérations de la compagnie. L'isolement et l'ennui gagnaient peu à peu tout le monde. J'ai vu plus d'une fois des hommes pleurer, la tête enfouie dans leur oreille. Mais le moral des hommes était soutenu par un but pressant, le besoin de gagner. J'ai entendu souvent les conversations à voix basse, d'homme à homme, à l'heure où le sommeil devait venir, parler du terme du prêt agricole, du médecin à payer, des bâtisses à réparer. Jamais l'argent n'eut plus de valeur qu'à cette époque, et pourtant comme il y en avait peu. L'inquiétude rongeait lentement le moral des hommes à mesure que la saison avançait. Pourvu qu'il n'y ait pas de bad luck en bas. La maladie menaçait femmes et enfants. Souvent, les femmes terminaient une grossesse dans la solitude et l'insécurité. Les animaux de ferme commençaient à mettre bas et le froid continuait à sévir tempête après tempête. C'était l'époque de la misère noire. Mais pour ne pas trop y penser, on essayait de se tenir occupé, le seul jour de relâche étant le dimanche. On jouait aux cartes, on flânait autour des travaux d'entretien et on en profitait pour faire la lessive. Que dire de cette corvée du lavage qui se pratiquait le dimanche, seul jour du congé, avec les moyens réduits et un achalandage extraordinaire? L'hygiène dans les camps était un problème de taille qui me fait frissonner rien qu'à y penser. Les poux se mettaient de la partie et nous étions littéralement dévorés. Malgré ces aléas, la bonne entente régnait et tous concouraient à y créer une vie harmonieuse.
Contre les fous, on ne pouvait que faire bouillir le linge dans l'eau chaude et ensuite le faire geler. Mais quelques heures après, le fléau nous remontait le long de l'Égypte. La longue cordée de linge séché, suspendue au grand poil, puis entrée raide comme une barre pour finir le séchage sur le pied du bed, le long de la nuit, c'était le paysage du dimanche. Plus gai que les autres jours, on y tirait au poignet, on y chantait à l'occasion, et la musique montait parfois d'un point. Puis les conteurs d'histoire nous entraînaient dans leur folie à qui mieux mieux. Et même parfois, un gigueur venait nous divertir. Et les saisons se déroulaient ainsi dans le labeur et l'amitié. Je connus la tristesse de la fin de la saison, alors qu'un lien d'amitié très puissant s'était développé entre les gars. Un souvenir impérissable demeure présent dans la mémoire de ses compagnons de dur labeur. Mais le printemps revenu, il fallait retourner à sa famille, à sa ferme, à sa besogne et à ses soucis. Une certaine nostalgie me revient de cette première séparation et je conserve un souvenir respectueux pour chacun de ceux avec qui j'ai vécu cette saison. Les liens d'amitié profonde, les hommes en parlaient peu, étaient empreints de solidarité et d'attachement, et c'était la richesse véritable de cette vie quotidienne des pionniers de la forêt. Nos musiciens nous présentent Les Immortels de Jean-Pierre Ferland.